Grégoire Thonas, bonjour. On a beaucoup de plaisir à vous accueillir pour la sortie de 3 fascicules sous forme de quiz, mais on va y revenir, c'est pas vraiment un jeu, dans lesquels on apprend énormément de choses sur le château de Versailles, sur la Grande Guerre et sur la marine française. On a un peu l'impression que nous, peuple marin, on sait tout sur la marine, et en fait, on apprend beaucoup de choses grâce à votre ouvrage. C'est pas un jeu finalement, mais c'est presque un jeu quand même, dans le sens où il y a des questions et des réponses. Alors, j'aime pas dire que c'est un jeu, parce que c'est un côté ludique et pédagogique, parce que ce sont des ouvrages qui ont pour une vocation pédagogique, c'est des petits ouvrages, donc il y a une vraie structure chronologique, et donc on progresse effectivement dans le temps, et puis on va donner ou redonner les repères clés sur des grands thèmes, voilà, la marine, la Grande Guerre, Versailles. Les questions et les dates. Dans les questions, il y a un aspect chronologique, il y a des personnages, il y a une sélection de ressources documentaires, livres, films, DVD. Voilà. Alors on y reviendra à la fin de cet entretien parce que je crois que c'est un élément très important. Pour vous, finalement, ces ouvrages, c'est en quelque sorte un palier qui permet d'aller plus loin. Alors revenons à la marine. Alors déjà, ces fameux 80 questions, réponses. Alors moi, j'ai découvert pas mal de choses. Par exemple, l'histoire du lapin. Je savais que ça portait pas vraiment chance, mais je savais pas exactement pourquoi. C'est un mot qui est banni, effectivement, qu'on ne prononce pas sur un bateau. Donc on parle de la chose ou de la bête, effectivement, parce que historiquement, on embarquait, à l'époque de la marine à voile, on embarquait beaucoup de vivres, effectivement, et des vivres sur pattes, entre guillemets. Parfois des vaches, d'ailleurs, pour avoir du lait. Oui, des vaches, des moutons, des cochons, etc. Parce que ça servait à avoir de la nourriture fraîche. Mais pas le lapin. Le lapin, si, au début, mais en fait, le lapin, il mangeait les cordages. Donc voilà. ça pose un problème. Et le calfatage du bateau, en plus. Oui, et les calfatages aussi du bateau. Donc ça pose un problème, effectivement. C'est plutôt moyen. On va dire que c'est pas extraordinaire. Alors c'est pareil, on entend souvent les profanes dire « Ah, une corde ». Alors, c'est pas une corde. Enfin, il n'y a qu'une seule corde. C'est celle de la cloche. Voilà, il n'y a qu'une seule corde, c'est la corde de la cloche qui sert à la manœuvre. Voilà. Et puis à annoncer les différents événements de la vie à bord. Parce qu'autrement, il y a plein de noms. Il y a les amarres, les haussières, les drisses, il y a tout un vocabulaire pour... les haubans. Oui, tout à fait. Il y a tout un vocabulaire. Bon. Alors on apprend aussi des choses. Bon, moi je le savais, mais enfin ça vaut le coup de le dire. La Belle Poule, on en parle beaucoup, notamment d'ailleurs ici à Rouen, quand il y a l'Armada, parce qu'on aime bien que la Belle Poule vienne faire un tour par ici. Mais c'est un bateau qui a eu un rôle très important après la mort de Napoléon. En fait, c'est lui qui a ramené la dépouille de l'empereur. Et pour la petite histoire, il a été peint en noir. Parce que c'est un convoi funèbre, effectivement. Donc c'est lui qui est allé chercher à Sainte-Hélène. C'est un des fils de Louis-Philippe, qui était commandant de ce bateau, le prince de Joinville, qui a fait beaucoup d'ailleurs pour la marine française, et qui a ramené sur la Belle Poule les cendres, la dépouille de l'empereur. Alors, on parle également du SOS. Alors, c'est pas Save Our Souls, sauvons nos âmes, comme on pourrait croire. Moi, je pensais ça, sincèrement. C'est une légende urbaine. Voilà, c'est ça, mais en fait, c'est pas ça. Non, c'est beaucoup plus simple. C'est le code Morse, en fait, 3 points, 3 traits, 3 points, 3 traits. Voilà. Ça correspond à SOS. Voilà. Alors, Jean Gabin. Alors, moi, j'ai appris que Jean Gabin avait été fusillé marin. Ouais. Alors, c'était pas du rigolo, les fusillés marins, au moment de la guerre. Et puis après, donc, non seulement il va jouer véritablement son rôle au sein de ces guerres, pas un rôle facile, il va s'engager par la suite dans la résistance, il va finir chef de char. Alors, dans la résistance, oui, enfin, dans l'armée française, il a fait son service avant la guerre dans la marine, effectivement, et après la chute, après juin 40, quand les Allemands avaient la France, il est parti aux États-Unis, il a essayé d'un peu de travailler, et très vite, il s'est engagé dans la marine, il est reparti dans son corps d'origine, il a servi dans l'Atlantique, et puis après, il a été versé dans un régiment de chars, de fusiliers marins, et il a fait une partie de la campagne de France, où il s'est battu de manière admirable. Voilà. Alors, j'apprends aussi quelque chose. Alors, c'est vrai qu'on voit tout le temps, quand il y a un bateau qui est inauguré, on casse une bouteille. Alors, la phrase, c'est un navire qui n'a pas goûté au vin goûtera au sang. Ouais. Ouais. Étonnant, ça. Oui, c'est une légende aussi qui est comme ça. Donc, c'est un rituel que l'on fait. Alors, comme toucher le pompon du marin, ça porte chance de casser une bouteille sur le... Oui. sur Alors, pour raconter l'histoire du pompon, parce qu'elle est rigolote, parce que tout le monde connaît ça, et ça vient, en fait, du fait que le métier de marin, à l'époque de la marine à voile, était un métier plus qu'aventureux. Donc, il y avait beaucoup, effectivement, de morts ou de maladies. Et donc, on estimait que celui qui revenait d'une campagne en mer, c'était un chanceux. Donc, toucher le couvre-chef d'un chanceux portait chance. Alors, on vous parlait, alors ça c'est la première partie de l'ouvrage, on ne va pas tout raconter bien évidemment, il faut le découvrir. La deuxième partie, c'est la chronologie. Alors bon, déjà, on s'aperçoit que le Royaume de France a des côtes au moment où la Normandie, notre Normandie, rattachée au Royaume de France. rejoint. Ouais. Par la suite, on crée
à Rouen en 1294 un arsenal. Ouais, et puis après, il y a des hommes très importants qui vont permettre à la marine, à la royale, comme on dit encore aujourd'hui, de se développer. Alors donc c'est Richelieu en fait qui pose les bases effectivement d'une marine militaire permanente, parce qu'avant en fait on armait des bateaux en fonction d'une guerre, mais il n'y a pas de marine permanente. C'est Richelieu qui pose les bases et c'est Colbert qui, après sous Louis XIV, assoit, réglemente toute la marine de guerre française. Voilà, d'ailleurs, il sera secrétaire d'État à la marine le premier, de Louis XIV. Absolument. Alors après, bon, il y a des gens extraordinaires. Il y a Jean Bart, bien évidemment. Il y a Louis-Antoine de Bougainville. Et puis, alors, Pierre Loti. Alors, Pierre Loti, c'est un pseudonyme, hein, c'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Julien Viau. Alors, moi, j'ai eu la chance de découvrir, vous me dites que c'est plus trop possible, son appartement, enfin, sa maison plus exactement, à Rochefort, qui est assez extraordinaire. C'est un lieu extraordinaire. On a vraiment l'impression de voyager. C'était un sacré numéro, lui aussi. Ah ben, c'est un sacré numéro, effectivement. Donc, officier de marine, qui a été élu à l'Académie française. Vous savez d'où vient son surnom, en fait, son nom de Pierre Loti? C'est parce que lorsqu'il était dans le Pacifique, il avait sans doute la peau un peu fragile comme les Européens, il avait attrapé un coup de soleil et les habitants des îles sur lesquelles il était se foutaient un petit peu de lui en disant « rôti, rôti, rôti ». Parce qu'en fait, il avait attrapé des coups de soleil. Donc, avec la manière de prononcer, le rôti devenait Loti, Loti. Voilà. Écoutez, je vais vous faire une confidence, je sais ce que c'est parce que j'ai aussi une peau qui n'aime pas le soleil. Plutôt, c'est le soleil qui n'aime pas cette peau. Alors, vous terminez aussi, alors vous rendez hommage véritablement à Éric Tabarly. Ouais. Quel grand marin. Alors, on retient le marin qui fait des courses, mais on oublie de dire qu'à l'origine, c'est un soldat. Officier de marine. C'est un officier de marine. Il a servi en capitaine de vaisseau. Oui, tout à fait. Donc, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Il a servi en Indochine, il a servi pendant de nombreuses années, effectivement. Et puis après, il a été détaché, il a pu faire ce qu'il a fait et faire la carrière qu'on lui connaît. Alors, extraordinaire aussi, ce que vous évoquez, ce sont soit les bateaux étonnants, soit les inventions que l'on doit, j'allais dire, à la marine française. Ouais. Alors, il y en a une qui est étonnante, c'est le corset insubmersible de l'abbé de la Chapelle. En fait, c'est l'ancêtre du gilet de sauvetage, en liège. En liège, oui, tout à fait. C'est étonnant, ça. Et la première démonstration était faite dans la Seine. Ça a plutôt bien marché. Et après, il a fait une deuxième démonstration à Versailles. Et là, pas de bol, il est emporté par le courant. Ah oui, ça, c'est pas terrible, ça. Voilà. Alors, le Napoléon en 1850, le premier bâtiment de ligne avec une hélice, ouais. Ça semble finalement assez tardif. Alors oui, parce que le principe de la propulsion à vapeur avant c'était avec des systèmes de roues à aubes, mais c'est la marine française, et c'est bien une invention française d'optimiser en fait la force de la vapeur, et c'est l'invention de l'hélice et qui permet une propulsion tout à fait efficace. C'est vers 1880 que on bascule et on passe d'une marine à voile à une marine à vapeur, vers 1880. Alors, il y a également donc le périscope. Alors ça, c'est une invention extrêmement importante pour les sous-marins, bien évidemment. Important. Et puis alors les palmes. Alors je vous cite natatoires. Ouais, natatoires. C'est un officier de marine qui invente les palmes en caoutchouc que tout le monde utilise au bord de la mer ou quand il fait un peu de plongée. Voilà. Alors un mot également de la gloire. Enfin, on dit la gloire ou le gloire. La gloire. La gloire, le premier cuirassé du monde. Donc ça date de 1859. Alors en fait, c'est pas tout à fait un cuirassé, c'est-à-dire on a mis des éléments sur du bois. Ouais, on met des plaques de métal pour protéger, effectivement. Voilà, mais bon, ça tient pas tellement. En fait, c'est le premier navire cuirassier au monde. Il est français. 2 ans après, les Anglais qui nous observent de très près, parce qu'il y a toujours... On se demande bien pourquoi. Et 2 ans après, les Anglais améliorent aussi le principe. Alors, je voudrais qu'on termine par quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, c'est vrai que ce sont des ouvrages d'approche facile, ce qui n'a strictement rien de péjoratif. Mais à la fin, vous indiquez un certain nombre de livres. En fait, finalement, qu'est-ce que vous faites? Vous entrouvrez une porte et vous allez chercher des lecteurs potentiels en leur disant on peut aller plus loin grâce à d'autres ouvrages. C'est plutôt altruiste comme vocation. Écoutez, moi j'ai la passion de l'histoire, j'aime partager, c'est ce qui m'anime. Et l'idée, c'est de redonner ces repères de base, parce que je me suis aperçu que bien souvent les gens ne les avaient plus. Et puis de dire, parce qu'on n'est jamais que sur un petit livre, c'est de dire aller plus loin. Avec une sélection de ressources documentaires, livres, films, les lieux, les monuments, ce qu'il faut voir, les bateaux, voilà. Et en fait, l'idée, c'est de passer, en fait, d'essayer de faire un passage et de dire aux gens, allez plus loin, allez visiter les sites, allez à Verdun, allez voir les différents sites du musée de la Marine, il y en a 5 en France, allez au château de Versailles. Le musée de la Marine, d'ailleurs, de Paris, qui est l'un des plus anciens du monde. Oui.
avec le musée de Saint-Pétersbourg. Avec celui de Saint-Pétersbourg. Qui est une collection unique au monde. Tout à fait. Bien, écoutez, Grégoire Denat, je pense que vous avez convaincu beaucoup de ceux qui vous ont écouté et regardé. Je rappelle donc que vous publiez 3 ouvrages, l'un sur Versailles, l'autre sur la Grande Guerre, et un qu'on vient d'évoquer plus spécifiquement sur la marine française, qui a une histoire très riche. Il s'est passé plein de choses. On découvre énormément de personnages, parfois qu'on croit connaître, et finalement qu'on découvre grâce à vous. C'est publié aux éditions Pierre de Taillac. Merci beaucoup. Merci à vous.